Il y a 8000 ans, le pourtour méditerranéen connaissait l'une des plus grandes révolutions de l'humanité. La transition d'un mode de vie ancestral de chasseur-cueilleur à celui de fermier qui cultive pour produire sa nourriture. Au fur et à mesure que l'homme défrichait, brûlait les forêts pour les besoins de l'agriculture et de l'élevage, il modifiait le paysage, créant petit à petit une mosaïque de milieux naturels. Ces contraintes imposées par l'homme, associées à celles d'un climat marqué par une sécheresse estivale prononcée, allaient faire de cette région du globe l'une des plus riches en termes de diversité d'espèces animales et végétales. Je voulais partager ce secret, cette joie de me promener et d'avoir le sentiment de faire partie de cette biodiversité. Pardonnez ce survol qui, loin de faire le tour de la question, est plutôt une invitation à poursuivre la découverte par soi-même. Là, cheminant sur le sol nu, cette tarentule radiée charrie son cocon de soie dans lequel elle a pondu ses œufs. Elle vient de le percer et les jeunes araignées s'agglutinent sur leur mère le temps qu'ils muent et gagnent leur indépendance. Contrairement à la tarentule qui chasse à l'affût, tel un lion, la Géléna attend ses proies dans sa loge, tissée entre les feuilles d'un chêne. À la moindre vibration, elle bondit vers sa proie et la tire vers son abri pour la consommer. Des sommets alentours, la région méditerranéenne française paraît comme un écrin blotti entre la mer et la montagne. Au-delà de 600 mètres d'altitude, les caractéristiques du milieu méditerranéen disparaissent petit à petit. Dans ces espaces de transition, il n'est pas rare d'apercevoir des espèces d'altitude, comme le chamois ou le chevreuil, qui après des hivers rigoureux descendent dans les prés déjà verts des piémonts méditerranéens. Abrité du Mistral par une immense barre rocheuse, je suis blotti dans un abri en pierre sèche sur une ancienne terrasse agricole. Je regarde ces petits nacrés qui s'accouplent, profitant des premières chaleurs de la journée. Dans un coin rocailleux, voici celui que j'attendais, le lézard ocellé, le plus grand lézard d'Europe. Atteignant généralement 60 cm de long, il se nourrit principalement d'insectes, mais sa taille lui permet de s'attaquer à des proies bien plus grosses comme de petits oiseaux ou même de petits lapins. Les cystes et les romarins ont colonisé la restanque pour le bonheur des abeilles mellifères. Les butineuses se spécialisent, au moins pour un temps, sur un type de fleurs,
mémorisant un parfum ou une couleur. Elles y récoltent soit du pollen, soit du nectar. Elles agglomèrent le pollen sur leurs cuisses à l'aide d'un peu de miel qu'elles ont emporté de la ruche. Le nectar est ingurgité et stocké dans leur jabot. Bientôt la forêt sera là. Les activités agricoles et pastorales maintenaient ces espaces ouverts. Mais aujourd'hui, qui se charge de prendre soin de ces milieux? La mosaïque de paysages s'estompe. Ces espaces ouverts disparaissent petit à petit, emportant avec eux une faune et une flore spécifiques. Un piquet-pêche vient se poser juste au-dessus de ma tête dans un pin, cherchant des larves d'insectes dans les branches dépérissantes. Les lancinantes stridulations des premières cigales se font enfin entendre. Aux premières chaleurs de l'été, après une vie souterraine de plusieurs années, les larves sortent du sol et gagnent un point haut avant d'entamer leur métamorphose. Durant cette transformation, qui peut durer plusieurs heures, la cigale est très vulnérable. Elle doit se tenir immobile afin que sa carapace et ses ailes sèchent et qu'elle soit apte au vol. Les cigales mâles vont alors chanter pour attirer les femelles. Tapis contre un rocher au ras de l'eau, j'observe la berge opposée. L'humidité et la chaleur de la rivière procurent une douce ambiance tropicale qui contraste avec l'aridité environnante. J'écoute le coassement de ces grenouilles vertes qui appellent les femelles. Je n'ose plus bouger de peur de rompre cette harmonie. L'eau et la chaleur rendent les cours d'eau et leurs abords favorables au développement d'une faune et d'une flore abondantes. Dans les cours d'eau permanents, la truite arc-en-ciel introduite remplace souvent la truite fario. Mais dans certains cours d'eau intermittents, seul le barbeau méridional endémique est capable de s'enfouir dans la vase lorsque la rivière est à sec.
Un peu plus loin, ces guêpiers, de retour d'Afrique, ont installé leur nid en grande colonie dans des galeries creusées dans la berge meuble. Grâce à la multitude d'insectes qui côtoient la rivière, ils nourriront les jeunes jusqu'à leur envol. À quelques mètres d'un cormoran tout juste sorti de l'eau, un groupe de ragondins s'agite. J'attendais le castor, mais le spectacle de cette petite famille me ravit. Le ragondin, importé d'Amérique au XIXe siècle pour l'exploitation de sa fourrure, est retourné depuis à l'état sauvage, partageant certains cours d'eau avec le castor. Il arrive parfois que l'on puisse les confondre, mais le ragondin possède une queue allongée, un peu comme celle des rats, bien différente de la queue plate du castor. « 20 juillet, au bord des étangs. Ces espaces qui ont longtemps été fuis par l'homme ou comblés pour lutter contre le paludisme et offrir des terrains agricoles sont aujourd'hui choyés, tant la vie sauvage qui s'y développe est rare et fragile. La cistude d'Europe, une des 2 seules espèces de tortues d'eau douce indigènes de France, m'accorde un peu de son temps. Menacée par la disparition de son habitat naturel, elle survit principalement dans des espaces protégés. Sur les immenses côtes sableuses, tel un paysage d'après-déluge, ces étendues saumâtres semblent receler les secrets d'un mystérieux combat entre les éléments, entre l'homme et la nature. Autrefois aménagées pour la pêche ou la récolte du sel, ces lagunes sont aujourd'hui de véritables nurseries pour les poissons et les mollusques. Profitant de cette abondance de nourriture, un grand nombre d'oiseaux marins vient s'y alimenter et s'y reproduire. Sur les lagunes, loin du tumulte des vagues, les nids sont à l'abri d'une submersion qui pourrait être fatale pour les œufs ou les jeunes encore vulnérables. En outre, les oiseaux nichent préférentiellement sur des îlots. Ils protègent ainsi leurs nids du pillage par les prédateurs terrestres. À l'instar de la mouette mélanocéphale, la sterne naine au front blanc se nourrit uniquement dans les lagunes et les étangs alentours. En revanche, la sterne pierre-garin n'hésitera pas à aller loin en mer. Adoptant le comportement d'un individu soumis, les jeunes assaillissent leurs parents, quémandant leur repas. Ce comportement codé aboutit à la régurgitation par l'adulte d'une bouillie toujours très appréciée. Le flamant rose est présent sur tous les étangs de la région méditerranéenne, mais la Camargue est son seul site de nidification en France. Le flamand filtre l'eau et la vase grâce à un bec très particulier
muni de lamelles fonctionnant à la manière des fanons des baleines. Il se nourrit notamment d'artémia, sorte de petite crevette qui lui donne sa couleur rose. La parade nuptiale aussi est particulière. Les mâles et les femelles semblent faire danser leurs cous dans un harmonieux ballet de cris et de tournoiements de tête. Contrairement au flamand grégaire, le héron est plutôt solitaire lorsqu'il se nourrit. Possédant une excellente vision binoculaire frontale, il chasse à l'affût poissons batraciens, mais aussi de petits rongeurs qu'il trouve dans les champs alentours. La zone méditerranéenne est son lieu d'hivernage. Toutefois, il y niche aussi, formant de grandes colonies au sommet des arbres. Proche de l'extinction au début du XXe siècle, le goéland leucophée a su tirer parti de nos décharges dans lesquelles il se nourrit et qui lui ont permis de rapidement augmenter sa population. Cette capacité d'adaptation lui vient peut-être de son intelligence remarquable. Le goéland dispose de près de 50 cris différents qui, associés à des postures particulières, lui fournissent un répertoire de communication très large. Cette ambiance du bout du monde, de début ou de fin du monde, me rappelle peut-être les premiers temps de l'humanité, au cours desquels l'homme avait encore sa place dans l'harmonie de la nature. Victor Hugo disait « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. » « 97% des espèces de criquets, 26% des espèces d'oiseaux nicheurs de 85% des espèces de papillons de jour de France, 80% des espèces de reptiles de France, 78% des espèces de plantes à fleurs et fougères de France, 61% des espèces d'amphibiens de France, 48% des espèces de poissons d'eau douce de France,